tous et bienvenue dans l'émission de l'eau dans le gaz en direct du village des sciences d'Angers à Lézéo. De l'eau dans le gaz, c'est quoi ? C'est une émission proposée par Écosciences Pays de la Loire avec le soutien de la région Pays de la Loire, où l'on va à la rencontre de chercheurs et de chercheuses de la région. Donc, je suis Maëna, je serai votre voix tout au long de cette émission. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Cette année, dans le cadre du lancement du projet Hydrogène, le premier élément, proposé par Terre des Sciences, nous lançons une série d'émissions sur la thématique de l'hydrogène. Et aujourd'hui, nous sommes avec Mayumi Mété, qui est doctorante chez Athéna Recherche et Innovation et à l'IMT Atlantique. Et elle est encadrée par 2 équipes de recherche CNRS, le laboratoire GEPEA à l'IMT Atlantique et le laboratoire US2B à Nantes Université. Et ta thèse a pour titre « La synthèse d'un écosystème microbien pour la production de dihydrogène à partir d'effluents de l'industrie laitière ». Bonjour Mayumi. Bonjour. L'objectif de ta thèse est donc d'utiliser une communauté de micro-organismes présents dans les déchets rejetés par les exploitations laitières pour produire de l'hydrogène. C'est exact. Les déchets laitiers étant des déchets qui coûtent très cher à traiter, l'exploitation de ces déchets pour la production énergétique bénéficierait aux exploitations pour l'alimentation de leur réseau électrique et à des poids lourds à hydrogène. C'est ça, oui, on a tout compris. Allez, on arrête là, c'est bon. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours ? Oui, donc bonjour à tous. Je m'appelle Mayumi Mété et moi j'ai grandi à La Réunion et donc j'ai toujours eu un attrait fort pour l'environnement et la nature, les animaux, etc. Et donc très logiquement, j'ai d'abord voulu faire vétérinaire. C'est une décision que j'avais prise quand j'avais 10 ans et j'étais très bornée, donc j'ai pas voulu changer. Donc j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles dans un premier temps pour préparer les concours pour aller en école vétérinaire. Et au final, je n'ai pas eu ces concours et heureusement parce que je me suis rendu compte que je n'avais plus du tout envie de faire ça et qu'il était temps que je me pose vraiment la question de ce que j'avais envie de faire. Et j'ai découvert les biotechnologies, qui consiste à travailler avec les micro-organismes et les cellules, que ce soit végétales, animales. Et donc, j'ai décidé d'aller en école d'ingénieur en biotechnologie à Bordeaux. À la fin de cette école d'ingénieur, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était vraiment de la recherche et que donc j'avais très envie de faire une thèse pour plusieurs raisons et notamment que c'était un sujet qui m'était vraiment attribué pendant 3 ans, ce qui est vraiment important. Et comme je ne voulais pas accepter n'importe quel projet de thèse qui allait être donné, j'ai choisi de vraiment prendre 1 an où je travaillais à mon compte pour pouvoir subvenir à mes besoins, tout en cherchant un sujet de thèse qui me conviendrait fondamentalement et que j'avais vraiment envie de faire. Et ensuite, donc, j'ai commencé ma thèse à Nantes avec Athéna Recherche et Innovation en particulier et je suis très contente de ce choix. Et là, c'est ta dernière année, enfin c'était dernière semaine, parce que du coup, bientôt, là, tu l'as déjà passé ou pas ton... Je rends mon manuscrit, enfin je l'envoie au jury lundi. Ok, donc là, c'est bientôt la fin. Voilà, j'ai ma soutenance mi-décembre. Ok. Et du coup, tu fais une thèse CIFRE. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est une thèse CIFRE, quelle est la différence avec une thèse, entre guillemets, classique ? Oui, alors effectivement, on entend beaucoup parler des thèses qui sont généralement faites plutôt avec des laboratoires du CNRS et donc dans un cadre académique et public. Et moi, j'ai fait le choix de faire une thèse CIFRE qui permet de travailler à la fois avec un côté entreprise. Donc moi, c'est le côté Athéna Recherche et Innovation, qui est une start-up qui existe depuis maintenant 6 ans. Et à la fois de travailler avec le côté académique de la recherche, en travaillant notamment avec 2 unités du CNRS, comme on l'a dit précédemment, le GEPEA et l'US2B. Et l'avantage, c'est qu'on peut avoir, en tout cas pour moi, c'est important de le faire, une problématique qui soit très appliquée rapidement, avec une dynamique de start-up dans mon cas, et pouvoir profiter aussi de la connaissance, du matériel que peuvent apporter aussi le côté académique de la recherche. Et en fait, c'est quoi l'origine de ce projet de recherche, de cette thèse-là ? Tu peux nous en parler ? Athéna Recherche et Innovation, quand ils ont commencé, ils étaient 2 et ils avaient pour but plutôt de travailler sur des biocarburants, donc de trouver des bactéries qui étaient capables de produire des biocarburants. Sauf qu'en fait, ils ont trouvé une bactérie et ils n'arrivaient pas à lui faire produire des biocarburants, mais de l'hydrogène. Et plutôt que d'aller s'entêter à à chercher, à modifier ces cellules pour produire des biocarburants, ils se sont dit, mais en fait, l'hydrogène, c'est génial, on
peut aussi le valoriser sous forme d'énergie. Donc on va plutôt se lancer là-dessus. Et donc pendant un moment, ils ont travaillé à faire une preuve de concept. Donc ils ont trouvé des bactéries qui étaient capables de faire de la fermentation sombre, qui est donc la base de mon projet. C'est des bactéries qui, en absence d'oxygène, vont être capables de consommer des sucres et produire de l'hydrogène, ce qui est vraiment incroyable. Et donc on s'inspire de ce que sont capables de faire les bactéries dans la nature. Et une fois qu'ils ont trouvé ça, ils ont pu faire des preuves de concept, commencer à travailler avec divers partenaires industriels pour pouvoir travailler sur des industrialisations. Et moi, le but de ma thèse, c'est de venir un peu améliorer leurs procédés en travaillant pas avec une seule bactérie, mais en travaillant avec une communauté de bactéries. Parce que les micro-organismes, c'est un peu aussi comme les hommes. C'est pas parce qu'on met deux hommes qui sont capables de faire la même chose qui vont mieux le faire à deux. Et parfois, il vaut mieux en fait avoir des hommes qui sont capables d'avoir des capacités complémentaires pour pouvoir avancer plus loin dans le projet. Et donc moi, c'est ce que je fais. Je récupère plusieurs bactéries, je regarde si elles sont capables de travailler mieux ensemble. Et du coup, dans ce cadre-là, tu dis que tu travailles donc avec 2 laboratoires. Comment ça se passe, le travail, en fait, ce partenariat entre l'entreprise et le laboratoire, comment ça se traduit au quotidien? Donc moi, j'ai de la chance, ça se passe très très bien. Il se trouve que la start-up se trouve dans un incubateur d'entreprise qui est juste à côté de l'IMT Atlantique dans lequel il y a un de mes laboratoires qui est le GEPEA. Donc ils ont une charte ensemble, ils travaillent depuis un petit moment ensemble, et nous on a donc tout notre aspect laboratoire qui se trouve dans leurs locaux, et donc on peut échanger avec pas mal de personnes sur le site qui sont déjà dans le monde de la recherche pour le traitement des déchets par exemple, ou dans le monde de la microbiologie qui peuvent nous aider en termes de connaissances, mais aussi des gens qui vont nous aider au quotidien pour monter du matériel par exemple, nous aider à mettre en place des choses que nous on ne sait pas faire mais qu'eux ils vont savoir faire parce que c'est leur domaine et ça fait un moment qu'ils sont là. Et d'un autre côté, j'ai aussi donc l'US2B qui va beaucoup m'aider sur tout un autre aspect de la recherche qui est plus ce qu'on appelle la biologie moléculaire. Donc c'est qu'est-ce qui se passe entre guillemets à l'intérieur de nos cellules. Et en fait, en fonction de mes besoins de recherche, je sais que je peux m'adresser à l'un ou l'autre des laboratoires pour pouvoir faire mes expériences et donc avancer dans ma recherche. D'accord. Et donc tu as parlé du procédé de fermentation. On peut le retrouver chez d'autres bactéries. C'est quelque chose qui est assez commun dans la nature? Alors justement, dans la nature, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà et dont on essaye de s'inspirer. Donc ce qu'on va beaucoup retrouver dans la nature et ce dont vous avez peut-être déjà entendu parler beaucoup, c'est la méthanisation. Et donc en fait, il y a des micro-organismes qui vont dégrader des choses qui sont complexes, comme du bois par exemple, ou des gros sucres, et qui vont les permettre de les avoir en tout petits sucres qui, eux, vont être ensuite consommables par d'autres micro-organismes. Et ces micro-organismes vont pouvoir prendre ces sucres et produire d'autres choses, dont, dans notre cas, de l'hydrogène. Et il y a d'autres bactéries encore qui vont consommer cet hydrogène ensuite et produire du méthane. Nous, c'est ce qui se passe donc dans la nature. Et comme on a toutes les communautés microbiennes qui interagissent ensemble, on a toute une chaîne de réactions qui amène directement à la méthanisation. Ce qui fait que nous, on ne voit en général dans la nature que la production de méthane, parce que l'hydrogène va être directement consommé. Et nous, justement, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrête juste avant. On se débarrasse des bactéries, enfin des organismes qui sont capables de produire du méthane pour pouvoir s'arrêter à l'hydrogène. Simple. J'espère. Bah oui, c'est très clair. Et donc du coup là, vous travaillez avec des entreprises industrielles et tiers. Pourquoi justement aller chercher ces bactéries-là dans ce milieu-là? Quel est l'intérêt pour ces industries-là de travailler avec vous? Comment vous en êtes venu à vous dire c'est ça qu'il faut faire et c'est une bonne solution pour produire l'hydrogène? Et à quoi leur sert l'hydrogène finalement? Très bonne question. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a énormément de déchets laitiers qui sont produits tous les jours. Et pour l'instant, ces déchets, ils sont uniquement vus comme une perte d'argent parce qu'il faut pouvoir les traiter derrière. On ne peut pas relancer comme ça les déchets dans la nature. Il y a toute une chaîne de traitement qui doit être faite. Et il se trouve qu'en travaillant avec nous, on va pouvoir les aider à, récupérer de l'énergie verte dans leurs procédés. Donc on récupère leurs déchets, nos bactéries font la fermentation sombre et produisent de l'hydrogène. Et cet hydrogène-là, il est ensuite réutilisé soit sous forme d'électricité pour faire fonctionner les usines, soit dans des camions à hydrogène qui vont ensuite faire tout ce qui est la livraison des produits laitiers dans les divers supermarchés par exemple.
Donc en faisant ça, non seulement donc on leur apporte de l'énergie, mais aussi on les aide à traiter une partie de leurs déchets de l'industrie laitière. Et donc ça leur permettra aussi de coûter moins cher ensuite le traitement des déchets. Oui, parce que du coup, ça coûte. Tu as des chiffres à peu près, tu saurais à peu près combien ça coûte aujourd'hui de traiter ces eaux usées-là ? Alors, faut savoir que donc, pour un de nos partenaires industriels, aujourd'hui, c'est quand même 1000 m3 de déchets par an, donc 1000 m3 de déchets laitiers, plus 8000 tonnes de déchets par an qui sont produits. Donc tout ça, il faut savoir que en moyenne, c'est 2,11 € pour traiter les déchets, le mètre cube de déchets, donc ça fait quand même très très cher. Et donc nous, voilà, on pourrait intervenir là-dessus. Et ça aussi, ça rentre beaucoup donc, dans cette économie d'énergie et donc cette économie aussi monétaire pour les entreprises. Oui, c'est de l'économie circulaire, puisque finalement, c'est circulaire, quoi. Ça revient. Ça. On récupère les déchets, on produit de l'énergie qui est réinjectée dans la boucle initiale. Désolée. On a quand même fait le tour de pas mal de choses là. Je voulais poser une question sur le côté économique. Oui, aujourd'hui, là, vous êtes plutôt sur le secteur donc, de la région. Vous êtes là, il me semble que plutôt dans le coin, d'ailleurs. Oui, on va travailler plutôt avec des entreprises qui sont en région Pays de la Loire. Ok. Et est-ce que c'est potentiellement quelque chose qui va s'étendre ? L'idée, c'est quand même de faire en sorte qu'il y ait d'autres industries ailleurs, sur le territoire national, qui s'emparent aussi un petit peu de ce processus-là, parce que là, pour l'instant... En fait, pour l'instant, on a fait le choix de rester sur la région Pays de la Loire parce que c'est là où on a commencé et où il y a déjà pas mal de choses à faire, surtout en termes de déchets d'industrie laitière. Mais le but, c'est qu'in fine, on puisse avoir des réacteurs qui produisent de l'hydrogène un peu partout, sur tous les sites de France, pour pouvoir profiter un peu de notre procédé. Et là, vous en êtes encore au début ? C'est ça. Donc, quand on dit au début, c'est que nous, on a beaucoup travaillé sur l'échelle du laboratoire. Donc, on est resté en laboratoire pour l'instant. Mais actuellement, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle un gros démonstrateur qui va nous permettre de passer donc, des 2 litres du laboratoire aux 30 mètres cubes plus tard sur un site vraiment industriel laitier. Donc, c'est un grand pas à l'échelle de l'industrialisation. Et donc là, on attend normalement, en décembre, on devrait pouvoir commencer à avoir quelque chose. Ok, parce que du coup, vous n'avez pas fait encore des tests sur site ? Non, on n'a pas encore fait des tests sur site. Pour l'instant, en termes de recherche, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les déchets des partenaires et on les ramène dans le laboratoire. Comme on travaille sur des échelles, dans un premier temps, qui sont assez petites, en fait, c'est vraiment graduel. On va commencer sur du 10 ml, 50 ml, on va passer ensuite sur du 500 ml, du 2 litres. On peut aller jusqu'à du 50 litres dans notre laboratoire. Et donc, au-delà, par contre, on va être obligé de passer ensuite dans le démonstrateur. Mais donc, pour l'instant, on peut se permettre de juste ramener une certaine quantité de déchets dans les laboratoires pour faire les expériences. Okay. Et l'hydrogène dans tout ça, aujourd'hui c'est quelque chose qui est un peu en vogue. Aujourd'hui on en parle, les gens ça les intéresse. Donc là, tu as bien expliqué au début que du coup, c'est parce que ces bactéries produisaient de l'hydrogène, on s'est dit super, on va pouvoir faire quelque chose avec. Mais est-ce que vraiment, c'est une solution finalement pour... Oui, alors en fait, il faut savoir que l'hydrogène, on en parle de plus en plus, mais qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de 99% de l'hydrogène qui est produit dans le monde, qui en fait provient des industries des énergies fossiles. Et de cette façon, on a un hydrogène qui n'est pas vraiment vert parce qu'il est associé avec de fortes émissions de CO2. Et dans ce cas-là, c'est pas vraiment intéressant de travailler avec cet hydrogène-là. Il y a plein d'autres procédés qui sont en train d'être mis en place, qui sont beaucoup moins carbonés, notamment l'électrolyse de l'eau qui commence déjà à être utilisée pour certaines exploitations. Mais on a aussi beaucoup de solutions qui sont biologiques, dont la fermentation sombre. Et nous, l'intérêt, c'est que vraiment on puisse améliorer le coût environnemental de la production agroalimentaire aujourd'hui. Parce qu'on va avoir de l'hydrogène qui sera moins carboné et qui va s'intégrer aussi dans toute cette boucle d'économie circulaire. Oui, donc les entreprises, ils trouvent un intérêt économique, mais du coup, il y a aussi un intérêt de transition écologique derrière tout ça. Oui. Du coup, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent ? Vous aimeriez parler vous avez des questions à poser à Mayumi, c'est l'occasion, vous pouvez. Allez-y, dites-nous. C'est par rapport aux déchets laitiers, c'est ça ? Oui. Concrètement, c'est quoi ? Ils proviennent
de Carrefour ou de... Alors, ça provient vraiment des exploitations laitières là où on va avoir la production de lait, de fromage, de yaourt. Pour vous donner un exemple, il y a 2 types de déchets avec lesquels on travaille, enfin 3 types de déchets maintenant avec lesquels on travaille aujourd'hui. On va avoir tout ce qui est perméate sérum. Donc, quand on fait du lait, il y a tout un processus et en fait, on perd beaucoup de produits, dont le perméate sérum, qui aujourd'hui n'est pas forcément valorisé. Donc ça, c'est un des types de déchets qu'on a. On a aussi les eaux de nettoyage des cuves de production, parce qu'en fait, ils reçoivent le lait, ils produisent quelque chose, mais entre-temps, il faut aussi les nettoyer de temps en temps, ces cuves. Donc c'est juste passer de l'eau, etc. Mais il y a encore beaucoup de matière dans ces eaux. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir les travailler. Et il va y avoir aussi tout ce qui est, par exemple, yaourt ou crème dessert, parce que quand vous lancez une production, il faut un certain temps pour que les machines soient bien calibrées. Donc souvent, les premiers pots qui sont remplis, il y a soit trop de yaourt, soit pas assez, et ça, c'est pas vendable en l'état. Et donc nous, le but, c'est qu'au lieu de les jeter, ce qui est fait aujourd'hui, on puisse les récupérer et faire de l'hydrogène avec ça. En termes de production, est-ce qu'il y a autant de production avec les bactéries qu'avec les énergies fossiles en termes de rentabilité? Alors, je vais juste reposer la question. Donc, la question, c'est en termes de production, il y a autant de... Est-ce que c'est plus... on a plus de production en termes de rentabilité? En termes de rentabilité, ok. Y a-t-il plus de alors, production? pour l'instant, justement, c'est un des points qui freine un peu le développement de la fermentation sombre. C'est que, en termes de rentabilité, on n'atteint pas forcément les mêmes niveaux que pour l'hydrogène qui est produit par l'industrie fossile. Par contre, on peut, en valorisant au maximum notre procédé, réussir à diminuer ce coût de production de notre hydrogène aujourd'hui pour qu'il se rapproche de celui des industries fossiles. Parce que, par exemple, quand on produit, nous, de l'hydrogène, quand nos bactéries produisent de l'hydrogène, elles vont aussi produire des petites molécules qui s'appellent des acides organiques, qui peuvent être réutilisées par d'autres bactéries pour produire des biopolymères, donc par exemple faire du bioplastique, ou encore elles produisent aussi du CO2, mais comme c'est du CO2 qu'on appelle biogénique, donc qui vient de quelque chose qui était déjà existant, c'est quelque chose qu'on peut valoriser sous forme de biochar, donc entre guillemets sous forme d'intrants pour l'agriculture par exemple. Et donc en valorisant au maximum tout ce que notre procédé apporte, on va pouvoir diminuer ce coût de l'hydrogène et pouvoir devenir plus compétitif par rapport à l'hydrogène des énergies fossiles. Je crois qu'il y avait une autre question. Pour les produits laitiers, est-ce que d'autres déchets issus de la production alimentaire ne seraient pas utilisables? Alors, est-ce qu'il y a d'autres déchets? On pourrait utiliser d'autres déchets de l'industrie agroalimentaire? Tout à fait, c'est exactement le but. Pour l'instant, nous, on s'est concentré là-dessus parce que c'est les contacts qu'on a eus et que c'est quand même des déchets qui sont vraiment en quantité importante aujourd'hui. En France, on ne va pas mentir, on sait qu'on boit beaucoup de lait, on produit beaucoup de fromage, etc. Mais le but, c'est qu'on puisse aussi travailler avec d'autres déchets de l'industrie agroalimentaire, juste des déchets alimentaires. Je sais qu'il y a d'autres équipes de recherche qui travaillent directement à partir des déchets alimentaires, donc des légumes ou des fruits invendus, etc. La pulpe de tomate, par exemple, et c'est quelque chose qui est totalement faisable, mais qui vont amener différentes problématiques en fonction du type de déchets qu'on a. Parce que si on a quelque chose qui est riche en sucre ou pauvre en sucre, ça ne va pas se comporter pareil. Si c'est quelque chose qui est solide ou liquide, nos bactéries ne vont pas se comporter pareil non plus. Mais c'est aussi des problématiques intéressantes qui sont en train d'être explorées. Et du coup, juste par rapport à ces déchets, parce qu'aujourd'hui, on utilise notamment, par exemple, en agriculture, les déchets pour produire du méthane. Et pareil, par exemple, par rapport au méthane, pourquoi plutôt choisir l'hydrogène plutôt que le méthane? Ou, enfin, voilà, du coup, c'est intéressant de pouvoir travailler avec les deux. Nous, il faut savoir que qu'en travaillant avec l'hydrogène, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu moins de dégagement de gaz toxiques. Par exemple, pour la méthanisation, il y a souvent de l'H2S, donc du sulfure d'hydrogène qui est produit, et c'est un gaz qui est assez toxique pour l'être humain, notamment. Pas que, mais du coup, ce serait quand même. Nous, on a quand même cet avantage-là de pouvoir éviter ce dégagement d'H2S. Oui, parce que l'hydrogène, du coup, c'est un élément qui est on le trouve pas pur comme ça aujourd'hui. Alors apparemment, on pourrait. On pourrait. Il y a des sources. Il y aurait des sources géologiques aujourd'hui d'hydrogène blanc, ce qu'on appelle. Il y a des. Alors,
ils ont trouvé des sources, on ne sait pas en quelle quantité, mais du coup aujourd'hui c'est combiné, enfin on le trouve toujours combiné à une autre molécule, c'est ça donc, Oui, souvent, ou alors plutôt, voilà, il a été consommé avant pour faire par exemple du méthane dans ce qu'on va trouver dans la nature, quoi. Mais c'est vrai que là, l'avantage, c'est on s'arrête juste avant et donc on évite un peu les autres molécules produites qui peuvent être nocives ou compliquées à séparer en fait du gaz. Ok. Et donc du coup, tu parlais de la production d'électricité, donc c'est que avec une pile à combustible, c'est quoi le système en fait que vous avez utilisé? Ah, on n'a pas le droit. Ça, je. T'as pas le droit d'en parler. Mais du coup, par exemple, dans les camions, on serait sur le. Oui, bon, c'est pas grave. Camion, Et sur les camions, ce serait sur des camions hydrogène comme aujourd'hui on peut en trouver avec une pile à combustible. C'est un peu le même principe parce que. Alors je suppose là, ça sort un peu de moi mon domaine de recherche. Ton domaine de recherche. Que j'ai un peu. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je suppose. On suppose que ce serait à peu près ça, parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène serait quand même plutôt utilisé dans tout ce qui est mobilité lourde, parce que sur de la mobilité comme un véhicule de tourisme, ça n'a pas d'intérêt. Il vaut mieux plutôt viser les poids lourds, ou le train, ou l'aviation aussi. Ouais, c'est ça. Et justement, nous, dans nos projections, avec la quantité d'hydrogène qu'on serait capable de produire pour l'instant, on pourrait faire fonctionner entre 5 et 7 camions à hydrogène sur la vingtaine qui sont utilisés actuellement pour notre partenaire industriel. Donc pour faire le tour des livraisons, quoi. Et ça correspond à peu près à une flotte classique d'une entreprise ou... Une vingtaine, là on est quand même sur le partenaire c'est quand même un des plus gros producteurs en France. Enfin en France, en tout cas en région Pays de la Loire. Ah ouais. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est quand même assez important. Ok, dites-nous. Une question, vous allez bientôt passer à l'étape semi-industrielle. La production d'hydrogène, c'est un gaz qui est très... Inflammable. C'est inflammable. L'hydrogène qui est produit grâce à cette fermentation, il est stocké comment il est sécurisé derrière? Comment il est stocké l'hydrogène? Alors ça, pareil, c'est pas trop moi qui travaille dessus, donc je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je sais que justement on a une partie de l'équipe chez Athéna qui travaille là-dessus sur comment pouvoir stocker notre hydrogène de façon sécuritaire, parce que effectivement on est bien conscient des risques de l'hydrogène. Oui, parce que du coup aujourd'hui il est stocké à haute pression ou basse pression, et parce que ça prend de la place, comme c'est un élément qui est très léger. Donc du coup il faut trouver des solutions parce que la compression fait que ça peut partir en flamme. Mais comme d'autres gaz en fait, il y a quand même des solutions en tout cas aujourd'hui qui sont développées, notamment par d'autres laboratoires en région aussi, pour développer des matériaux qui permettraient de stocker à pression moins importante l'hydrogène. Mais oui, c'est vrai que c'est une question qui reste en suspens. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on fait le choix de le stocker directement site industriel, pour que les camions puissent directement se recharger sur place et qu'il n'y ait pas aussi un transport trop important de gaz sous pression pour ensuite réutiliser l'hydrogène, quoi. On avait la même question dans le chat, donc est-ce que c'était associé à une solution de stockage? Et du coup, cette solution de stockage, vous travaillez avec une autre entreprise pour ça? Alors on travaille plutôt avec d'autres laboratoires. Il y a des équipes qui nous aident un peu là-dessus, on regarde ce qui se fait, mais pour l'instant on n'a pas encore... on n'est pas fermé à des discussions, mais oui, pour l'instant on reste sur plutôt travailler avec des laboratoires. Oui, parce qu'en région, il y a 2 laboratoires qui travaillent sur les matériaux. Il y a l'IMN à Nantes Université, et il y a l'IMMM au Mans, à l'Université du Mans, qui travaille sur ces questions justement de matériaux. Donc, d'ailleurs, hier, on a fait une émission sur le sujet, sur le stockage. Et je pense qu'il y en a d'autres aussi, mais du coup, c'est des laboratoires de chimie des matériaux qui travaillent sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Il y a des choses qui vous viennent? N'hésitez pas, hein. C'est l'occasion. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler, auquel tu avais pensé? Non, juste s'il y a des gens qui ont envie de faire une thèse, je pense que c'est vraiment un beau parcours. Et il faut juste être... c'est vrai qu'il faut être motivé, hein, on ne va pas mentir, il y a certaines périodes qui peuvent être plus ou moins difficiles. Mais je trouve que ce qui est important, c'est vraiment de trouver un sujet qui vous plaît, parce que 3 ans de travail, c'est quand même important. Et puis d'avoir une bonne ambiance dans les laboratoires, de pouvoir discuter avec vos encadrants, d'avoir aussi une équipe dynamique qui est là pour vous soutenir, c'est quand même super important. Et ça peut très très bien se passer. Et du coup, moi je voulais te poser une question, parce que là tu me disais tout au début, c'est bientôt la fin de ta thèse. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Donc, après une thèse, on peut faire plusieurs choses. Et moi, j'ai eu l'opportunité de rester avec Athéna Recherche Innovation, qui m'ont proposé de rester travailler avec eux. Donc, je vais continuer à travailler un peu sur les mêmes thématiques de recherche. Ça tombe bien parce que ça me passionne.
Mais j'aurais eu aussi le choix de partir travailler pour quelqu'un d'autre, de faire aussi ce qu'on appelle un postdoc, donc d'aller travailler sur un autre sujet en domaine plutôt académique en général, un peu dans un autre laboratoire. Mais voilà, moi j'ai fait le choix de rester dans le domaine avec Athéna. Donc là tu passes, donc tu as dit que tu rendais bientôt ton document, tu vas passer... Demain, tu rends ton document, tu vas passer ta soutenance, c'est quand d'ailleurs ? Le 15 décembre. Puisque vous savez, si vous pouvez assister aux soutenances de thèse, c'est ouvert au public. Et en fait, il y a aussi un truc dont je voulais parler, c'est que tu as fait ma thèse en 180 secondes. Oui. Sacrée expérience. C'était vraiment trop bien. Parce que du coup, ici, on a la fête de la science et c'est un lieu où on vient faire de la médiation, où on a la possibilité d'accéder de découvrir la science sous toutes ses formes. Et donc là, ma thèse en 180 secondes, tu peux nous parler un peu de ton expérience, justement, de cette expérience de... Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une super expérience parce qu'il y a vraiment plein d'aspects hyper positifs. Le premier, c'est qu'on apprend vraiment à vulgariser très rapidement ce qu'on fait. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on peut discuter plus facilement derrière avec nos amis, notre famille et être capable de échanger avec eux, qu'ils arrivent à comprendre ce qu'on fait. Et c'est un moment de partage du coup qui est très intéressant. Et puis j'ai trouvé que c'était une bonne façon aussi de rencontrer d'autres personnes et aussi pour eux qu'ils puissent nous expliquer facilement ce qu'ils font. Donc on avait vraiment une très bonne ambiance. C'était vraiment une expérience très enrichissante. Trop chouette. Et donc du coup, oui, tu étais à la finale à la région Pays de la Loire, c'est ça. Et puis du coup, il y a aussi un truc, c'est que là, tu nous parles de médiation. Toi, tu as fait de la médiation, mais est-ce qu'il y a des choses, des médiateurs, des vulgarisateurs auxquels tu penses qui te... Oui. C'est vrai que moi, du coup, j'ai toujours été beaucoup intéressée par le domaine scientifique, que ce soit ce qu'on appelle sciences dures et sciences molles. Mais en fait... c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ma thèse en 180 secondes, c'est que j'ai vu toujours beaucoup de médiateurs scientifiques que je trouvais passionnants et qu'ils arrivaient vraiment à faire un travail incroyable, à nous expliquer des trucs très complexes de façon assez simple. Et donc j'ai beaucoup regardé, alors finalement pas tant de médiateurs scientifiques que ça, mais j'ai beaucoup regardé sur YouTube des choses par exemple comme Le Réveilleur ou Dans ton corps, beaucoup de choses sur les sciences sociales aussi parce que je trouve ça passionnant, comme Foloscopie, après tout ce qui était histoire, donc c'est une autre histoire avec Manon Bril, donc voilà, ça fait pas mal de choses que je regarde, j'en oublie beaucoup, oui, parce que j'en plein. Regarde pas mal, mais c'est vrai que c'est les premiers qui me viennent en tête. Mais du coup, notamment sur cette question des sciences sociales, quand vous travaillez comme ça avec des entreprises d'industrie laitière, est-ce qu'il y a quand même une question, vous arrivez, est-ce qu'ils sont très enclins à changer comme ça leur système, parce que c'est un peu nouveau pour eux. Enfin, je veux dire, c'est quand même mettre en place ce genre de choses, ça peut être compliqué. Comment ça se passe un peu, ce truc-là il se trouve que nous, pour l'instant, en fait, on est vraiment en contact avec des gens qui sont déjà intéressés. Donc, en termes de changement, on va dire qu'ils sont assez ouverts parce que c'est eux qui sont venus nous voir pour qu'on en discute et qu'on essaye de faire évoluer les choses ensemble. Donc, forcément, il y a déjà cette ouverture d'esprit. Voilà. Après, il y a aussi un truc qui est donc des questions de place et de sécurité. Donc forcément, ça demande beaucoup d'organisation, de réunions et de discussions pour pouvoir faire en sorte que tout le procédé se passe bien et s'implémente de façon totalement safe sur le site. Mais oui, globalement, on a quand même des gens qui sont assez ouverts à ça, quoi. Et du coup, vous pensez que... Enfin, vous pensez. Est-ce que finalement, ces nouvelles entreprises, c'est un peu un exemple en fait qu'ils ont à te donner. Toi, tu t'imagines qu'après, derrière, ça peut se développer aussi en montrant que ça fonctionne, que c'est un système qui fonctionne. Mais en fait, ça pourrait aider... nous, ça va clairement nous aider aussi à montrer que notre procédé, il fonctionne et il est viable. Et ça pourrait être appliqué à plein d'autres systèmes derrière. On a beaucoup parlé de l'industrie agroalimentaire, mais il y a plein d'autres types d'industries qui pourraient être aussi impactés. Par exemple, l'industrie, tout ce qui est papeterie, ils ont aussi pas mal de déchets qui pourraient éventuellement être utilisés. Pour faire de l'hydrogène ? Oui. Tu peux nous en dire un peu plus là parce que... par exemple, tout ce qui est les déchets, quand on fait du bois, quand il y a tout ce qui est les déchets de bois qui restent, les résidus, etc. D'accord. Ça clairement, et ça fonctionne comment ? C'est quel procédé du coup là, à ce moment-là ? Est-ce que c'est la même chose que ce qui... Alors nous, ce serait le même procédé, ce serait aussi pour faire de la fermentation sombre, mais ça nécessiterait plus de travail en amont parce que le bois, par exemple, c'est composé de matériaux très complexes comme la lignocellulose. Et donc, il faudrait qu'on ait des bactéries qui nous permettent d'abord
d'abord de dégrader correctement ça pour que les autres bactéries puissent ensuite produire de l'hydrogène à partir de ça. Donc ça pourrait être très intéressant. Donc cette industrie-là, il y en aurait d'autres potentiellement Après, ce qui me vient forcément, c'est tout de suite les industries agroalimentaires. Agroalimentaires, oui, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on voit le plus, mais ça pourrait être aussi envisagé. Et aujourd'hui, par exemple, si on parle... on collecte les déchets alimentaires chez les gens. Enfin, là, début 2024, on sera obligé d'avoir une proposition pour pouvoir jeter nos déchets, nos biodéchets. Est-ce que, par exemple, ça pourrait... ou non, pas du tout, là, on peut faire juste du méthane et... Alors, en vrai, en théorie, ce serait possible de produire de l'hydrogène. Après, il faut voir en termes de comment sont collectés ces déchets et où est-ce qu'ils vont être, ce qui est le plus économiquement intéressant, et même en termes de sécurité, ce qui vaut mieux. C'est un peu... Ça dépend de pas mal de paramètres, quoi. En théorie, ça pourrait se faire. En théorie, ça pourrait se faire, parce que là, on est quand même sur une quantité assez impressionnante de déchets, puisque c'est 1/3 de nos poubelles, donc ça pourrait être potentiellement une solution. Oui, ça pourrait. Mais bon, après, c'est aussi pas mal d'études pour voir qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant en termes de valorisation. Oui, puis après, de toute façon, l'hydrogène, comme tout, ça s'inscrit dans un système énergétique. C'est un vecteur d'énergie qui peut permettre potentiellement de stocker l'énergie, de la réinjecter dans les systèmes électriques, dans les camions, dans le transport, donc c'est pas quelque chose de fixe. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent encore ou pas? Non, c'est bon? Ok. Merci beaucoup. Merci à tous et pour vos questions, pour votre attention. Merci à Mayumi d'avoir pris du temps pour répondre à ces questions. Si vous voulez revoir cette émission, elle sera rediffusée sur YouTube. Si vous voulez en savoir plus sur l'hydrogène, Terre des Sciences a créé un site qui s'appelle hlepremierélément.fr où il y a un parcours numérique où vous pouvez découvrir ce qu'est l'hydrogène, son histoire et les enjeux socio-économiques. Et nous, on vous retrouve bientôt pour une émission en novembre.